et bon retour sur ma chaîne pour la seconde partie de la vidéo sur les théories et les modèles de soins infirmiers. Alors, en conclusion de la première partie, je vous avais annoncé donc que nous allions parler des différentes théories en soins infirmiers, à savoir les théories de Florence Nightingale, Virginia Anderson, Martha Rogers, Hildegard Peplau, Calista Roy, Dorothy Orem, Nancy Roper et Marjorie Gordon. Pour ne citer que celle-ci, puisqu'on va se limiter donc à ces auteurs. Et donc nous allons donc commencer par Florence Nightingale. Alors Florence Nightingale est une personnalité bien connue des soins infirmiers. C'est la dame à la lampe. C'est également le jour de son anniversaire qu'est célébrée la Journée internationale des infirmières. Et elle élabore en 1859 sa première théorie sur les soins infirmiers. Elle est la première à parler de prise en charge de la santé de quelqu'un de manière individuelle. Et l'objectif de la prise en charge est pour Florence Nightingale de mettre les patients dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent de manière naturelle répondre à leurs propres besoins. Apparaît cette notion de besoin. C'est-à-dire que dans la pratique, en évaluant l'environnement d'un patient, on peut identifier les facteurs qui peuvent entraver ou promouvoir la santé, afin de créer ensuite un environnement qui contribuera à des résultats positifs pour la santé du patient si on a identifié des facteurs entravants. Alors, certains de ces facteurs peuvent être par exemple la nutrition, l'hygiène, la socialisation, etc. Alors, Nightingale est également la première à concevoir une formation initiale des infirmières. Voyons maintenant Virginia Anderson. Alors, sa théorie se base avant tout sur l'observation des 14 besoins fondamentaux de l'individu et des zones de dépendance consécutives à la maladie ou au handicap que présente la personne ou un groupe d'individus. Alors, c'est un modèle conceptuel depuis 1947. Alors, ce modèle est basé sur l'interdépendance des besoins humains et de leur satisfaction. Et c'est en 1961 que sa définition des soins infirmiers sera internationalement reconnue, admise. Alors, cette définition est la suivante. Les soins infirmiers ont pour objectif d'assister de manière individualisée les personnes malades et en santé et de promouvoir des actions contribuant au maintien en santé ou au retour de la santé, ou d'assister les mourants et leur permettre de mourir dans la paix et dans la dignité. Et également donc d'assister tous ceux qui n'ont plus la force ou n'ont pas les connaissances pour rester ou recouvrer la santé seuls. Donc on retrouve cette notion de soins individualisés, dont parlait déjà Nightingale, et bien entendu, les soins infirmiers ont pour objectif de promouvoir les actions pour le maintien en santé. Donc apparaît aussi la notion de prévention quelque part et de retour à la santé. On ne parle pas que de curatif. Et bien entendu, elle évoque également l'accompagnement des mourants et de l'assistance à ceux qui n'ont pas la force ou les connaissances. Donc, cette définition, à l'époque, est quand même révolutionnaire, on va dire. Sa théorie propose que la fonction d'infirmière est d'aider le patient à effectuer des activités qui l'aideront à s'améliorer, s'il ne peut pas les faire lui-même. Donc, pour appliquer cette théorie à la pratique infirmière, l'infirmier doit d'abord évaluer le patient pour savoir quelles activités contribueraient à son rétablissement, au rétablissement du patient, et l'assister dans ces activités de manière à ce qu'il puisse éventuellement les faire lui-même à terme. L'aide peut prendre la forme, par exemple, d'un enseignement, dans l'éducation à la santé, d'encouragement ou d'assistance physique, ce que l'on connaît bien au quotidien. Alors, autre auteur, Hildegard Peplau.
Alors là, on arrive dans les années 50, puisqu'en 1952, Peplow évoque donc l'aspect fondamental des soins infirmiers, qui est de résider dans la relation infirmier-patient. Elle est la première soignante à théoriser les étapes de cette relation. Elle pose comme principe fondamental que l'homme est un système ouvert en interrelation avec son environnement. On le présentait déjà avec Florence Nightingale et bien sûr avec Virginia Anderson. Mais la théorie de Peplow propose le développement de l'interaction entre le patient et l'infirmier pour accroître la participation du patient à son traitement. Cela peut s'appliquer à la pratique infirmière en évaluant les besoins du patient par le biais de la communication thérapeutique, par exemple, puisque la théorie de Peplow est beaucoup utilisée, par exemple, en psychiatrie, et en travaillant avec lui pour trouver des solutions aux problèmes. Alors, la théorie de Peplow est essentiellement basée sur des concepts psychologiques et elle est centrée sur les relations interpersonnelles. Elle estime que les soins sont un processus éducatif visant un développement et une croissance. Passons maintenant à Martha Rogers. On est dans les années 70 et dans ces années 70, eh bien, selon Martha Rogers, les soins infirmiers sont à la fois un art et une science, reposant sur une base de connaissances unique, née de l'analyse logique et de la recherche scientifique, et capable d'être transformée en pratique infirmière. Donc, elle introduit officiellement une approche scientifique des soins dans les problèmes de santé et une méthodologie, c'est-à-dire la méthodologie de résolution de problèmes, qui est utilisée en sciences. Sa théorie est donc beaucoup plus centrée sur la science que sur la relation, à la différence de Peplow. Néanmoins, sa conception de l'être humain est la suivante. L'être humain est un tout unifié qui possède son intégrité propre et le but des soins infirmiers est de promouvoir l'harmonie entre l'homme et son environnement. On est toujours dans la même mouvance que Nightingale finalement. Alors, que nous dit maintenant Callista Roy? Nous sommes toujours dans les années 70 et selon Sir Callista Roy, l'homme est un ensemble de mécanismes soumis aux stimuli d'un environnement auquel il doit s'adapter. On est toujours avec cette notion d'environnement et on trouve cette notion d'adaptation. Donc, les soins infirmiers, selon Roy, sont une science et une pratique de la promotion de l'adaptation, reposant sur l'évaluation des comportements. Et il s'agit aussi de repérer et de modifier les facteurs qui les influencent. Alors, la théorie de l'adaptation de Callista Roy vise à aider le patient à s'adapter aux changements dans le fonctionnement de son corps, aux états émotionnels et au rôle dans sa famille, dans la société ou ailleurs, et à atteindre un équilibre entre la dépendance et l'indépendance. Alors, l'infirmier qui applique ce modèle découvre d'abord quelles conditions causent des problèmes pour le patient et évalue comment le patient s'y adapte. Donc, il conçoit ensuite des interventions visant à aider le patient à mieux s'adapter. Alors, que nous dit Dorothy Orem? Nous sommes toujours dans les années 70, plus particulièrement donc en 1971 aux États-Unis. Et Dorothy Orem fait beaucoup référence à la sociologie. Elle voit l'homme comme un tout en interrelation avec un environnement changeant auquel il doit s'adapter. Donc, ça c'est une idée qu'on vient d'évoquer avec Callista Roy. Et les soins infirmiers sont un service humain visant à combler les limites de la personne liées à sa santé et renforcer ses capacités d'auto-soin. Alors, cette vision permet d'aborder l'éducation du patient et l'éducation thérapeutique notamment. Alors, le but de la théorie de Dorothy Orem est d'aider le patient à retrouver la capacité à prendre soin de lui-même. Et l'utilisation de cette théorie comme modèle pour les soins infirmiers
exige que l'on découvre quels sont les besoins d'auto-soin que le patient est incapable de combler lui-même. Et pourquoi il ne peut pas faire ces choses. Puis que l'on fournisse l'aide nécessaire pour aider le patient à exécuter ses activités dans l'intention d'accroître les capacités du patient à les exécuter lui-même plus tard. Alors, on n'est pas loin non plus de la satisfaction des besoins de Virginia Anderson. D'accord? Alors, l'un des aspects positifs de la théorie de Dorothy-Orem est de remettre au centre des soins infirmiers les fameux soins de base qui ont si peu de prestige pour beaucoup d'infirmiers, malheureusement. Alors, voyons maintenant Nancy Roper. Nous arrivons en 1976. Alors, sa théorie est fondée à partir d'une recherche sur 774 patients. Alors, sa définition de l'homme est très proche de celle de Dorothy-Orem et elle a basé sa théorie sur 4 points essentiels. Premier point, c'est la conception de l'être humain comme un système ouvert en relation permanente avec son environnement. Et que cet être humain s'adapte, croît, se développe et tend vers l'indépendance. Deuxième point essentiel, c'est le but des soins infirmiers qui sont de promouvoir des acquisitions, le maintien ou la restauration de l'indépendance maximum pour chaque patient. Troisième point, l'intervention des soins infirmiers permet d'évaluer les capacités d'indépendance de la personne et de fixer avec elle des objectifs en fonction du temps dont on dispose et d'aider les patients à les atteindre et d'évaluer l'atteinte des objectifs. Et le dernier point, c'est la définition des soins infirmiers que Nancy Roper définit comme étant des soins qui ont pour but d'aider une personne à progresser vers le pôle d'une indépendance maximum pour elle et dans chacune des activités de la vie quotidienne et de l'aider à y rester, de l'aider à faire face lors de tout mouvement vers le pôle de l'indépendance. Elle va plus loin, dans le sens où l'interrelation homme-environnement amène l'homme à développer des activités définies dans les 14 besoins de Virginia Anderson. Alors, nous arrivons maintenant au dernier auteur qui est Marjorie Gordon. Alors, nous sommes dans 1972 et Marjorie Gordon a théorisé sur le raisonnement diagnostique. Alors, le diagnostic est, d'après Gordon, l'énoncé d'un jugement clinique. Vous vous souvenez, ça vous doit vous rappeler la définition des diagnostics infirmiers avec la notion de lié à se manifestant par. Donc énoncé d'un jugement clinique à partir des réactions d'une personne face à un problème de santé qui le touche. Alors, ces réactions peuvent désigner une fonction physiologique, une fonction sociale, un mode de fonctionnement ou un système d'organes, chez Gordon. Donc, elle a élaboré une classification des modes fonctionnels qui est une typologie qui permet de recueillir et d'organiser les informations afin de faciliter l'évaluation de l'état de santé des patients et l'énonciation des diagnostics infirmiers. Elle peut être utilisée avec différents modèles en soins infirmiers, que ce soit celui de Virginia Anderson, Dorothy-Orem, etc. Alors, dans cette classification des modes fonctionnels, on retrouve la perception et la gestion de la santé, la nutrition et le métabolisme, l'élimination, l'activité et l'exercice, le sommeil et le repos, la cognition et la perception de soi, la relation et rôle, la sexualité et la reproduction, l'adaptation et la tolérance au stress et enfin les valeurs et croyances. Donc on peut en fait faire un lien également avec les 14 besoins de Virginia Anderson. Alors, pour conclure, il y a grosso modo 23 théories de soins qui définissent 6 grandes écoles qui sont nées à partir de courants de pensée qui ont émergé donc à la suite
de grands événements politiques, socioculturels ou économiques. Hein. Si on pense à Florence Nightingale, c'était au moment de la guerre de Crimée. Et ensuite, beaucoup de théories sont arrivées après la Seconde Guerre mondiale. Hein, si on pense à Virginia Anderson. Hein. Et donc, ces différentes écoles, c'est-à-dire ces 6 grandes écoles, sont l'école des besoins, hein, en référence à Virginia Anderson, l'école de l'interaction, en référence à Hildegard Peplau, l'école des effets souhaités, pour Calista Roy, l'école de la promotion de la santé pour Allen, dont je n'ai pas parlé, et l'école de l'être humain pour Martha Rogers, et ensuite également, plus récemment, l'école du caring avec Laninger. Alors, les modèles et théories de soins sont des supports de base de la science infirmière, parce qu'ils offrent un cadre de référence aux pratiques soignantes, et ils sont indispensables au développement de la qualité des soins. Alors, est-ce qu'on a besoin de théories pour soigner, me direz-vous? Je serais tentée de vous dire qu'un soin sans théorie ne se définirait qu'au présent et serait l'œuvre d'un soignant qui n'aurait ni capacité d'observation, ni mémoire, ni faculté de relier les éléments entre eux. Alors, ça veut dire que si un soignant qui soigne sans s'appuyer sur un modèle de soin, eh bien, est constamment immergé dans le soin et il s'interdit toute prise de distance vis-à-vis de ce qu'il fait, vis-à-vis de ses patients et vis-à-vis des demandes médicales en l'occurrence. Et un soignant qui n'arrive pas à prendre de distance, eh bien, est un soignant qui peut être dangereux pour lui-même, pour les patients et bien sûr pour la profession infirmière dans son ensemble. Donc, les théories de soins sont autant de modèles qui fournissent un cadre conceptuel à la démarche clinique. Donc, on peut s'appuyer sur l'un ou sur l'autre. Hein. Et l'enseignement et l'intégration de ces modèles conceptuels sont très liés à la représentation du rôle de l'infirmier et à la construction de l'identité infirmière. Ce sont donc mes derniers mots. Je vous mets en description une bibliographie sur le sujet et j'espère que cette vidéo vous sera utile et bien, vous donnera envie aussi d'en savoir plus. Je vous dis à très bientôt.